Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti avec Sylvie, que nous accueillons maintenant. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Sylvie et quel âge avez-vous? Olivier, je vous appelle de Saint-Vallier, en Bourgogne. Oui. Et j'ai 70 ans. Et je vous remercie de m'accueillir dans votre émission. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. De quoi voulez-vous me parler Sylvie? Eh bien, je voudrais vous parler de mon fils Louis, qui va passer demain le cap des 400 jours de détention en Iran, sans aucune justification. C'est presque un pléonasme, pardonnez-moi de faire ce mot, mais je crois que j'ai échangé avec la sœur de Louis, hein, votre fille. Non, ça n'est pas du tout... Ah non, non, pardonnez-moi. Je ne pense pas. Non, peut-être vous avez échangé avec Blandine, la sœur de Benjamin. Voilà, j'ai échangé avec Blandine, la sœur de Benjamin, et j'ai fait une... Benjamin qui avait été arrêté, lui, pour une histoire de drone, hein, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est ça, et qui a été libéré au mois de mai cette année. D'accord, alors pardonnez-moi de cette bévue. Parlez-moi de Louis. Que s'est-il passé? Dans quelles circonstances? Alors Louis, c'est quelqu'un qui vit à Paris déjà depuis plusieurs années, oui. mais qui a vraiment le goût des voyages depuis longtemps. Mais il ne s'y adonnait que sur de courtes périodes classiques dans les vacances habituelles quand on travaille. Mais il avait vraiment envie de rencontrer d'autres cultures, d'autres philosophies de la vie et d'élargir sa compréhension du monde. Donc il s'est dit, il faut prendre le temps de prendre le temps. Et ce temps, il a voulu le prendre en voulant faire un tour du monde. Mmh. Donc, il avait fait un premier départ en 2020, mais partant en janvier 2020, vous imaginez ce qui a pu se passer. La pandémie a mis tout le monde à l'arrêt et le voyage a tourné court. Il était déjà parti, en fait, Louis, là? Oui. Et oui, il était parti en janvier et il est revenu en mars. Ah d'accord, donc il est revenu pour le confinement, en fait. C'est ça. D'accord. C'est ça. Voilà. Donc, eh bien, ce souhait, ce désir de voyage n'avait pas été réussi. Donc, il a remûri un second projet. Et cette fois, il est parti en juillet 2022. Oui. Donc, il est parti, il a traversé l'Europe il allait en direction de l'Asie. Mais il avait fait de l'Iran une escale importante dans son projet de voyage. Il avait déjà eu l'occasion de s'y rendre à l'occasion d'un court séjour avec des amis en 2019. Et cela lui avait vraiment donné une envie très profonde de pouvoir le visiter. C'est très grand, c'est très vaste, il y a énormément de choses à voir. L'Iran est le berceau de l'humanité, en tout cas pas mal de personnes l'ignorent, mais la population perse d'aujourd'hui parle avec fierté de ses ancêtres perses, puisque les mathématiques sont nées là-bas, et on parle d'ancêtres perses qui... c'était une civilisation très moderne et très en avance sur le reste du monde. Et au-delà de ça, malgré bien évidemment l'image que l'on peut avoir de l'Iran aujourd'hui, mais tout simplement, on le sait, grâce à encore une fois des extrémistes islamistes, chiites, que sont les dirigeants aujourd'hui élus, non de manière vraiment démocratique, on le sait, avec l'aide des gardiens de la Révolution et depuis l'ayatollah Khomeini, que nous en France nous avons bien évidemment protégé sous Mitterrand et que nous avons laissé s'installer. Voilà, le rôle de la France là-dedans n'est pas reluisant, mais on sait que ce pays, au-delà d'avoir un peuple formidable, accueillant, est un pays fantastique, très beau et qui a une histoire. Donc je comprends l'attirance de Louis pour ce pays d'Iran. Oui, c'est une attirance qu'il partage avec de très nombreux voyageurs. On le voit
malgré la connaissance que l'on a des risques possibles quand on voyage par là-bas. Alors moi, je pense que vous faites bien de le souligner, parce que on peut partir en Iran, il peut nous arriver une galère comme ce qui arrive à Louis aujourd'hui. Mais c'est très probable. C'est possible. C'est possible. Quel âge a Louis? Parce que je ne sais pas si vous me l'avez précisé, parce que c'est important. Non, je ne l'ai pas dit. Louis a 36 ans. D'accord. Je vous demande ça parce que, bien évidemment, vous comprendrez que à 36 ans, on a dû éplucher là-bas en Iran le passé de Louis pour pouvoir définir si il n'avait pas fait partie, vous voyez, d'une organisation telle que la DGS. Enfin, vous voyez, parce que c'est souvent des accusations que les Iraniens portent contre les Occidentaux qu'ils arrêtent, selon l'âge qu'ils ont. Mais voilà, il a 36 ans donc. Oui, et on voit qu'en fait, c'est cette moyenne d'âge qui est ciblée oui. Dans les arrestations. Parce que c'était le cas de Benjamin, c'est la même tranche d'âge. Il avait une trentaine, oui, Benjamin, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est le cas d'autres prisonniers encore actuellement. Alors, je vous laisse me raconter. Louis, donc, repart après le Covid. Donc, c'est ça. Il fait un second départ et ce départ l'amène en Iran. Il est entré dans le pays le 2 septembre, donc dans une période où le pays était encore relativement calme. Et puis, eh bien, ensuite sont arrivés les événements que tout le monde connaît. Il y a eu le décès de Gina Mahsa Amini. Oui. Et puis les protestations et les manifestations qui ont commencé à se produire dans certains endroits du pays. Et les nombreux meurtres de jeunes femmes iraniennes et de jeunes hommes iraniens contestataires. Qui s'en sont suivis, absolument. Mais bon, le voyage de Louis n'était pas fait pour aller investiguer la politique intérieure du pays, mais pour rencontrer leur culture, apprécier l'hospitalité et vraiment faire des échanges qui n'avaient rien à voir avec une évaluation du régime qui les encadre. C'était un voyageur, un citoyen du monde, en fait, Louis. Complètement, mais comme sont tant de personnes, vraiment le nombre de voyageurs est étonnant et des gens qui voyagent longtemps. Je vous avoue que je voyage, mais que je suis très attiré par le fait d'aller là-bas, mais je n'irai pas parce que j'ai peur d'y aller. C'est certain que maintenant, on ne le recommanderait absolument pas. Lui pensait pouvoir y aller en sécurité, être informé de ce qui se passait. Et il n'est pas allé tête en l'air. C'était vraiment quelque chose qui était mûri, qui était organisé. Et il me disait, quand nous avions des échanges, mais si je sens que ça ne se passe pas bien, si on me dit que ça ne va pas, qu'il faut partir, alors je partirai. D'accord. Donc il était serein et nous l'avons eu au téléphone fin septembre pour nous prévenir qu'ils allaient avec d'autres voyageurs, ils allaient camper dans la montagne, qu'il n'y aurait pas d'Internet par là-bas et que de ce fait, il n'y aurait pas de publication sur le site qu'il alimentait de son voyage pour que ses amis ou sa famille puissent le suivre et qu'il n'y aurait pas non plus les appels téléphoniques qui émaillaient ses escales. Donc, il nous a, en disant « mais vous inquiétez pas », les médias donnent une vision très, très violente et très généralisée des manifestations, mais elles sont localisées. Nous nous tenons à l'écart de tout cela. Nous sommes à la campagne. Il n'y a pas de souci pour nous. D'ailleurs, à ce propos, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent un film excellent que j'ai vu dernièrement sur Canal, sur MyCanal, qui s'appelle Panique à Téhéran et qui montre une autre face de l'Iran, comme on n'a pas l'habitude d'en voir, de le voir, et on s'aperçoit de ce que vous dites. En fait, il est vrai que il y a toujours une loupe qui est mise sur les événements politiques et contestataires en Iran, mais
la population, je le répète, les Iraniens et les Iraniennes sont extrêmement accueillants, et c'est une population qui aime faire la fête. Enfin, c'est une population très vivante, hein, en Iran. Exactement, exactement. Tout à fait. Donc et puis et puis les voyageurs aussi au fil de leur voyage, enfin de leur cheminement, vont se croiser, faire connaissance, faire un petit bout de chemin ensemble. Ensuite les routes se séparent. Donc c'est ça aussi qui fait l'attrait du voyage. Donc nous n'avions plus d'appels téléphoniques, il n'y avait plus de réseau depuis fin mise à septembre. jour. Voilà, c'est ça, sur le site de Polar Steps où il postait ses images et le descriptif des lieux qu'il pouvait visiter. Et puis quand même, ça commençait à durer un petit peu. Les amis commençaient à s'inquiéter, à se manifester sur l'application. Et puis en fait, le 4 septembre, le 4 octobre, c'est le Quai d'Orsay qui nous a appelés pour nous dire que l'ambassade à Téhéran avait été informée de l'arrestation de Louis ainsi que d'autres touristes. On ne savait pas plus à ce moment-là. Vous ne saviez pas dans quelles circonstances Louis avait été appréhendé, en fait? Quelques notions, on savait qu'ils étaient en transit, mais c'était pas très clair, Oui. ça manquait de précision. Et puis, on ne pouvait pas la voir, donc on ne pouvait pas lui poser la question de savoir où il en était. Et en fait, on est resté dans une assez grande incertitude jusqu'à ce que les autres du groupe ont été libérés. Ils ont été libérés petit à petit. Ils étaient 4 dans son groupe. Qui était-il? Il y avait une jeune femme iranienne, je crois, qui Oui. était aussi une touriste, dont il semble qu'elle a été libérée rapidement, et c'est tant mieux, très bien ainsi. Il y avait un jeune homme polonais et une jeune femme italienne. D'accord. Et le jeune homme polonais a été libéré au bout de 6 jours, ce qui nous a donné un espoir absolument déjà fantastique, oui. en disant ils ont été arrêtés, c'est une méprise, leur situation va s'éclaircir le temps qu'on enquête sur les uns sur les autres, qu'on sache qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils font, et puis ce jeune homme a pu donner des informations, donc une fois libéré, sur le contexte dans lequel ils avaient été interpellés. Le jeune homme polonais, donc, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc il nous expliquait qu'ils étaient en train en fait, ils ont été interpellés au cours d'une toute simple journée de fête d'anniversaire, en fait. D'accord. La jeune femme italienne, c'était son anniversaire, donc ils avaient célébré ça dans la journée, mais ça n'avait absolument rien à voir avec les événements du pays. Mais est-ce qu'il se trouvait dans une zone où il y avait eu des manifestations, ou quel rapport à ce moment-là est établi entre eux et ce qu'on leur reproche, en fait? Parce que vous allez nous dire ce qu'on leur reprochait, en fait. Ce qu'on leur a reproché, ce qui a été énoncé, c'est d'avoir participé à des manifestations, d'avoir comploté contre l'État de la République islamique, ce qui est absolument faux. Et quand ils ont été interpellés, ils avaient passé la journée dans un parc d'attractions, Oui. et ils se rendaient dans une salle d'escape game, donc rien à voir. Oui, rien à voir avec tout ça. Absolument, absolument. Mais ils ont été interpellés au moment où ils sont arrivés là-bas, et ça, nous l'avons appris ensuite beaucoup plus en détail, puisque la jeune femme a été retenue plus longtemps, mais elle a été libérée au bout de 43 jours. Et donc, on a pu avoir son témoignage. Alors, qu'est-ce qu'elle vous raconte, elle? Elle vous dit la même chose que le jeune homme polonais? Oui, tout à fait, tout à fait. Elle dit qu'ils ont été interpellés, qu'ils ont été tout de suite captés au moment où ils arrivaient à cet endroit-là. Son récit est largement repris dans une émission qu'Envoyé spécial a consacrée
aux ressortissants français Oui, emprisonnés en oui, Iran. Et effectivement, elle a décrit que très vite, ils ont été pris comme s'ils étaient des malfaiteurs, interpellés, menottes au poing, oui, les bandeaux sur les yeux. oui. Et ils ont été emmenés presque immédiatement à la prison des vignes de Téhéran. D'accord. Ça ne Et rigole pas en plus là-bas, hein. ah non, ça ne rigole pas, Non. non, Et pas du est-ce que, tout. est-ce que Non, non. vous, Louis a subi, alors sans doute des interrogatoires, mais a-t-il subi des violences, ont-ils subi des violences ces 4 jeunes? Nous pensons qu'ils n'ont pas subi de violence physique, mais par contre certainement de la violence morale déjà, la façon, l'interpellation, de ne pas expliquer pourquoi on les interpelle ou pourquoi on les interroge, pourquoi on les emprisonne. Ça, c'est une violence inouïe déjà, avant même une potentielle violence physique. Mais je pense qu'ils n'en ont pas eu. D'accord. Euh, alors, vous avez 46 jours plus tard le témoignage de cette jeune femme iranienne, euh, Italienne. italienne, pardon. Oui. Euh, à quel moment vous allez être en contact avec votre fils, si vous l'avez été, bien sûr, parce que là, on parle d'octobre 2022. Oui. Euh, vous Oui, lui oui. avez parlé depuis? Alors, nous, en fait, nous avons eu un premier appel téléphonique. C'était vraiment une surprise. Je vois sur mon téléphone portable l'avatar de Louis qui apparaît. Oui, Je me dis, Louis m'appelle, c'est qu'il est libre. Il va m'annoncer qu'il est libéré quelque part. Et ça y est, ce malentendu est et dissipé. réglé, Oui, on est dissipé, on l'a libéré. Et puis en fait, pas du tout. C'était un appel, c'était bien lui qui parlait, mais c'était un appel complètement contrôlé, dirigé, traduit. On entendait la traduction en fond et il a tout de suite voulu me rassurer sur oui, son sort oui. et me dire qu'il allait aussi prévenir son père puisque nous n'étions pas au même endroit Mhm. et qu'il enfin qu'il espérait que ça allait s'arranger, mais ça a duré quelques minutes à peine. Et puis, j'étais tellement surprise, c'était inattendu. Et en plus, en même temps, il y a eu un espoir extraordinaire qui s'est détruit Oui, dès les premiers instantanément. mots Oui. en disant oh, voilà, c'est ça. Il ne pouvait pas parler de ses conditions de détention, il ne pouvait pas donner aucune information à ce sujet-là. Et donc, depuis ce jour, j'ai gardé mon téléphone en permanence sur moi en me disant, mais s'il rappelle, je ne saurais jamais quand ni Oui. comment. Et j'ai bien fait puisque l'appel suivant a eu lieu le 31 octobre. Et alors là, le Donc, 31 octobre, vous retrouvez dans les alors le mêmes 30, conditions? pareil. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que je vois son image apparaître sur mon téléphone et il me dit, alors il veut toujours nous rassurer sur sa situation, on dit qu'il va bien, qu'il ne faut pas que l'on s'inquiète pour lui, mais qu'il faut faire savoir à la France qu'elle doit s'occuper de lui. Alors, qu'elle doit s'occuper de lui. Comme Oui, comme c'est un appel sous haute surveillance, c'est ça. quel est C'était le un sens de message. son message? Je pense, enfin nous avons pensé que ce qu'on voulait lui faire dire, c'est qu'on voulait que l'ambassade de France euh, prenne contact, ce qu'il faisait déjà d'ailleurs, ce qu'ils essayaient déjà de faire, Oui, mais prenne contact et sûrement d'une certaine façon que nous n'imaginions pas, mais on lui avait dit ton pays s'occupe pas de toi, il oui, se c'est passe ça. rien, D'accord, alors qu'en fait, c'était vraiment de l'intox parce d'accord. que c'était pas le cas du tout. Le Nous consul à savions. Téhéran avait-il pu voir Louis ou pas en détention? Non, non, pas encore à ce moment-là. C'est assez étonnant ça, L'ambassade. non, Sylvie? Alors, apparemment, c'est étonnant parce que ça ne répond pas aux règles internationales, D'accord. mais ça a l'air d'être fréquent dans ce pays-là. Et la visite consulaire avait été demandée dès le départ et en fait, elle n'était pas accordée. Euh,
Mais nous savions que l'ambassade faisait tout ce qu'elle pouvait pour obtenir ça. Oui. Nous avions été dans les jours qui précédaient en contact avec le nouvel ambassadeur qui prenait ses fonctions et qui nous avait dit je pars à Téhéran dans quelques jours. Bien évidemment, nous nous occupons de la situation de votre fils. Vous savez, vous connaissez le nombre de ressortissants français incarcérés en Iran aujourd'hui, Sylvie ? Ils sont 4 encore aujourd'hui. Il y a Cécile Collère et Jacques Paris qui ont été interpellés. Alors je ne sais pas, non, je crois que la condamnation n'est pas encore prononcée. D'accord. Okay. Ils sont emprisonnés depuis le 7 mai, je crois, le 7 mai 2022. D'accord. Et puis... il y a donc Louis, et puis il y a un 4e Français qui, lui, n'est pas à Téhéran, qui est dans une autre prison, dans une autre ville, et dont la famille ne souhaite pas que l'on communique le nom. Mais c'est un jeune homme qui est dans la même tranche d'âge que Louis et qui a été arrêté à peu près à la même époque, à quelques jours près. Alors il y a Christiane qui est au 739-21. Elle et son chat Chouchou, je le précise puisqu'elle a signé comme ça, nous dit que c'est Giscard c'est le président Giscard d'Estaing qui a accueilli l'ayatollah Khomeini, soit. Pour corriger ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais il n'y a pas de correction à apporter à ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque c'est sous la présidence de François Mitterrand que l'ayatollah Khomeini, depuis son lieu là où il était avec tous ses sbires, a largement été aidé par François Mitterrand à l'époque et par le gouvernement français, qui aurait pu jouer un rôle déterminant là, mais qui ne l'a pas fait, parce que je me rappelle, pour le coup, parce que je suis d'une génération qui a vécu ces années-là, Giscard d'Estaing entretenait de très bonnes relations avec le Shah d'Iran, ce qui n'était pas obligatoirement la même chose pour François Mitterrand. On arrivait là dans une période où la gauche prenait le pouvoir, et on ne peut pas dire que le Shah d'Iran était un emblème, quelque chose de très glorieux pour François Mitterrand, qui a vraiment fait bénéficier à Khomeini de tout ce dont il pouvait bénéficier. Donc, Christiane, voilà, c'est juste, je voulais vous apporter cette précision. Mais bon, revenons-en à aujourd'hui. 4 ressortissants français. Quels sont les chefs d'accusation contre Louis aujourd'hui ? Alors, pour ce que nous en savons, parce qu'il n'y a aucun écrit en la matière, on lui reproche d'avoir participé aux manifestations, ce qui met en danger la République islamique. Il avait été question à un moment également de propagande contre l'État. Je ne sais pas si on parle toujours de ce grief, mais il n'a commis ni l'un ni l'autre. Oui, c'est ça qui est fou dans cette histoire, c'est que Louis n'a jamais participé à la moindre manifestation, qu'il n'y a aucune photo, aucun document qui ne puisse prouver ou étayer ce dont on l'accuse. Pourtant, cela fait presque 2 ans qu'il est incarcéré. Alors, pas tout à fait. Ça va faire 400 jours demain. 400 jours, oui. Bon, on est à 13 mois. On est à 13 mois. Bon, 1 an et 1 mois. Enfin, tout de même, c'est ça. Pour un citoyen du monde, un jeune homme amoureux des peuples du monde, inoffensif comme Louis l'est. Quelle profession a-t-il, Louis ? Louis, il est consultant. D'accord. Mais consultant dans quelque chose de sensible, par exemple, parce que, vous savez, dans toutes ces histoires-là, les Iraniens sont tellement paranoïaques qu'ils vont chercher des trucs comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais avoir l'âge de Louis et sa profession, parce qu'il y a une paranoïa aiguë de ces gens-là, qui, n'oublions pas, aujourd'hui, malheureusement, l'actualité fait remonter à la surface et sur tous les écrans d'Occident le nom de l'Iran qui, derrière le Hamas, articule tout ça. On n'est pas avec des enfants de cœur, là. On est dans des sphères de personnes qui détestent les croisés, nous les croisés, les chrétiens, la France particulièrement,
pays ciblé par les islamistes parce que la France prend des positions plutôt fermes quant à des thèmes dont on ne va pas parler là ce soir, mais on sait que... Et ce qui est curieux dans ce que vous me dites, c'est qu'on lui a demandé que son pays s'occupe de lui. Il y avait quand même un message dans tout ça. Mais tout à fait, je pense que nous en sommes arrivés à la conclusion, après avoir passé le cap de la méprise et de se rendre compte que non, ce n'était pas une méprise, c'est vraiment quelque chose, c'est une arrestation qui avait été délibérée. Oui, arbitraire, totalement. Ouais. Voilà, on n'ose plus utiliser ce mot, mais ça revient à ça. Et donc, ce qui est attendu, c'est un échange. C'est Louis et les autres sont des monnaies d'échange. Alors, d'échange, vous connaissez un peu le contexte, parce que pour le coup, moi, je ne le connais pas du tout, Sylvie. Mais non. Échange de quoi, je sais pas, de prisonniers qui sont ici en France, d'Iraniens. Vous pensez qu'on parle de quel type d'échange? Je ne sais pas. En fait, nous ne le savons pas. Ouais, vous ne le savez nous pas. ne le savons pas. C'est sous-entendu, c'est presque dit clairement, mais bien sûr, nous ne le savons pas. Et comment dire, c'est peut-être pas forcément un échange par rapport à une personne. Oui. Ça peut être un échange par rapport à une prise de position Oui, dans une situation politique. Oui. Il peut y avoir tant de choses qui pourraient être attendues et que nous ne connaissons pas. Et dont on ne nous donnera jamais la teneur. Sans doute. Je rappelle que l'Iran est à la recherche de la bombe atomique depuis longtemps et que, bien évidemment, l'Iran est sous un blocus et une très grande surveillance, parce que lorsqu'on connaît les fous de Dieu qui sont dans les hautes sphères des dirigeants iraniens, on ne peut que craindre le jour où les Iraniens auront la bombe atomique. Ça peut être ça, en fait, faire fléchir la France sur des positions fermes qu'elle a pour le moment, en retenant des ressortissants français en prison sous rien. Peut-être, c'est un gros point d'interrogation. Personne ne répond à ces questions que nous nous sommes posées également. Oui, en attendant, nous avons une maman ce soir qui aimerait bien voir son fils revenir et qui doit être dans la souffrance de le savoir incarcéré arbitrairement. Vous avez de l'espoir quand même, Sylvie? Est-ce qu'on vous en a donné un peu d'espoir, là? On ne peut pas nous en donner parce que, comment dire, on nous demande de garder espoir, mais nous en donner, ça voudrait dire qu'on aurait quelque chose qui est de tangible, qui pourrait se réaliser. Or, pour ne pas nous donner de faux espoirs, on ne nous donne pas non plus de vrais espoirs. Oui. On nous demande d'être patient, de rester solide, d'encourager Louis à rester solide, à s'accrocher. Comment va-t-il? Louis, c'est un garçon qui est calme, qui est réfléchi, qui cultive, et même particulièrement en ce moment, qui travaille beaucoup son mental, mais même avec tout ça, on perçoit bien quand même que la force fléchit un peu. La durée, 400 jours, c'est énorme. Et on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Ni combien de temps. On ne sait pas mesurer son effort parce qu'on ne sait pas non plus combien de temps il va durer cet effort. Et puis on ne sait pas quel type de lapin on peut vous sortir du chapeau, parce que malheureusement, là-bas, ils sont capables de tout faire. On n'a pas affaire à quelque chose de... On n'a pas affaire à une justice droite comme un i. Pas comparable. Non. Elle n'a rien à voir avec la nôtre, effectivement. Non. Est-ce qu'il a un avocat à Téhéran? Alors, il a 2 avocats à Téhéran, il a 2 avocats iraniens, mais ces avocats, malheureusement, n'ont pas de marge de manœuvre. Oui. Vous arrivez à échanger avec eux? Très peu. Très peu. Très, très peu. Vraiment très, très peu. Même lui a eu quelques fois leur visite, mais vraiment très peu de fois, ou appel téléphonique, mais c'est vraiment très faible. Oui. Et vous en connaissez un peu plus sur ces conditions de détention? A-t-il, je ne sais pas moi, la télévision? Est-ce qu'il peut lire? Est-ce que il peut s'occuper en prison?
ces conditions de détention se sont assouplies depuis qu'il a été transféré dans un nouveau quartier au mois de mars. Mais il a quand même commencé par passer 3 mois dans un couloir de tri. Oh là là, tout seul, donc, isolé toute la journée. Oh non, au contraire, dans ce couloir de tri, il pouvait être jusqu'à une centaine de personnes. Ah oui, un couloir de tri, je n'avais pas compris, pardon. Oui, un couloir de tri. Je vois très bien ce que c'est. Et donc, il pouvait être le nombre de personnes changeait tous les jours parce qu'il y avait énormément d'arrestations, puis des sorties et des nouvelles arrestations. Mais c'était un lieu provisoire qui n'était pas fait pour de la résidence au long cours, donc qui n'était pas équipé, donc ils dormaient au sol. Il avait 3 couvertures pour organiser son sommeil et se réchauffer parce que il n'avait que le pyjama réglementaire avec un accès sanitaire restreint donc des conditions de détention très dures. Je vous invite justement, comme je vous l'ai dit, à aller voir Panique à Téhéran parce que une grande partie du film se déroule justement dans l'un de ces couloirs de tri et dans l'une de ces cellules où l'on voit les conditions de détention dans lesquelles on met 100 hommes, 120 hommes comme ça, et même des enfants. On va marquer une pause, Sylvie, et on va continuer à évoquer l'histoire de Louis, le statut de Louis, et demander expressément aux autorités françaises qu'elles se bougent pour l'un de ses enfants qui est injustement incarcéré là-bas à Téhéran, en Iran. Mais vous restez avec moi, on se retrouve juste après l'info, d'accord ? Oui, d'accord. À tout de suite. Il est 23h passées de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1 et j'espère que pour celles et ceux qui sont là depuis le début, vous y êtes bien. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, nous sommes là, je vous le rappelle, pour vous écouter. Nous sommes avec la maman de Louis, Sylvie, depuis le début de cette émission. Louis, jeune homme de 36 ans, aujourd'hui arbitrairement détenu à Téhéran, en Iran, pour rien. Donc, vous pouvez, si vous le voulez, participer, apporter votre soutien à la famille de Louis et à Louis lui-même sur Instagram, avec le compte Instagram qui est @FreeLouisArnaud, tout attaché. Vous pouvez aussi aller sur le compte de soutien à Louis qui est le compte freelouis.com. Alors free, c'est FR2E, c'est free, libre, donc freelouis.com. Et puis il y a la pétition Libérer Louis Arnaud que vous retrouvez sur change.org. Et puis le compte Facebook et le compte Twitter où vous pouvez aussi vous rendre, Free Louis Arnaud. Tout simplement, vous allez sur Twitter ou sur Facebook et vous pouvez apporter votre soutien à Louis. Vous serez nombreux. Plus vous serez nombreux, chers amis, plus, bien évidemment, la France et les gens qui sont en charge de ce dossier accéléreront les choses, vous vous en doutez. Sylvie, moi je voulais vous demander, quand vous avez vu la tournure des événements, des graves événements là-bas en Israël, avec, encore une fois, le nom de l'Iran jouant un rôle majeur dans ce qui se passe là-bas et qui secoue le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inquiété par rapport justement à toutes les démarches qui peuvent être entamées depuis un moment pour libérer Louis ? Alors tout d'abord, ce qui frappe, c'est plutôt l'horreur des événements eux-mêmes, avant même de se demander quelle peut être la relation avec le dossier de Louis et des autres Français retenus. On est d'abord tellement secoué par ces horreurs de part et d'autre que c'est déjà difficile à intégrer. Ensuite, bien sûr, on peut se demander si cela aura une influence, une conséquence ou des conséquences sur les dossiers des Français qui sont retenus en Iran. On ne le sait pas. On espère que non. On espère que ce sont des choses distinctes, bien sûr. Ouais.
Et puis, mais en même temps, on pense aussi à tous ces gens qui vivent des choses terribles, horribles, Oui. et les otages retenus et qui ont été captés dans des conditions absolument épouvantables. Je sais que vous n'avez pas toutes les réponses à la question que je vais vous poser, mais comment est-ce que on peut avancer sur cette histoire aujourd'hui pour obtenir la libération de Louis? Quels sont vos moyens? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Oh, des moyens, nous n'en avons pas. La seule chose que nous puissions faire, c'est soutenir Louis déjà, parce que ça c'est très important. Il en a besoin, c'est quelque chose qu'il demande, qu'il recherche, et nous avons besoin aussi de nous soutenir, nous entre nous, sa famille, ses proches, ses amis. Et puis l'autre aspect de nos rassemblements et de nos manifestations pacifiques, c'est d'encourager notre gouvernement à faire tout ce qu'il peut pour permettre leur libération et la libération de Louis. Ils nous assurent le faire, ils nous assurent mettre en œuvre tout ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, nous avons reçu tout récemment déjà le soutien de 2 mairies à Paris qui nous ont permis d'afficher la situation de Louis à la mairie du 12e et l'hôtel de ville. Et puis nous avons eu aussi le soutien de Madame Elisabeth Borne qui nous a envoyé une lettre pour nous s'assurer que le gouvernement fait tout ce qu'il peut et qu'il cherche à nous réconforter. Donc nous les remercions tous, mais il faut vraiment continuer comme ça et faire en sorte que cela dure le moins longtemps possible, parce que c'est aussi ça la difficulté, c'est que les personnes détenues sont et seront de plus en plus marquées. Et le retour à la vie, ça ne va pas s'arrêter à une simple libération. Il faudra aussi passer par une étape de réadaptation qui va être d'autant plus longue que la détention aura été longue. Oui. Pour l'instant, il tient le coup. Vous sentez que... Il s'accroche, mais c'est vraiment... parce qu'il s'entraîne à le faire, c'est pas juste parce que tout va bien, non, pas du tout. Il ne faut pas décrocher, il ne faut pas se laisser aller, il faut pas donner prise, mais c'est une réelle difficulté, c'est une vraie peine, et ça, on ne sait pas combien de temps on peut tenir encore à ce rythme-là. Oui. Vous n'avez pas vraiment idée du moral de Louis en ce moment. Il ne peut pas parler. La dernière fois que vous l'avez eu au téléphone, c'est quand maintenant? Je l'ai eu au téléphone cette semaine. Il peut s'exprimer, mais en même temps, comme je vous le disais, c'est un garçon réfléchi et en même temps, il veut nous préserver. Donc, il ne nous fait pas part de tous ses ressentis. Oui. Chaque fois, il assure qu'il va bien, mais on sent parfois dans les intonations de voix, ou dans certaines tournures de phrases que il faut surmonter quand même. Il faut surmonter cette situation. Oui, le poids de cette situation qui est très difficile. Le poids de cette situation mais qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Non, j'imagine, parce que je me mets à sa place, et toute personne qui aime voyager, qui aime découvrir, aller à la rencontre des peuples. J'en parlais encore cet après-midi avec un de mes très vieux et bons amis. Il me disait que son frère allait chaque année, il est aujourd'hui à la retraite, donc ils ont la chance de pouvoir aller chaque année habiter 3 mois dans un pays. Vous voyez, là, ils partent en Inde. L'année dernière, ils ont fait Madagascar. Vous voyez, cette soif de connaissance de notre monde. On n'a qu'une vie, elle est courte. Donc, quand on a bien évidemment les moyens de pouvoir le faire, aller comme ça, voyager. Encore. Voilà. Et je me mets à la place de Louis, qui doit être comme moi, un homme, un garçon libre. Et être incarcéré comme ça arbitrairement, libre et ouvert. Oui. C'est tout simplement horrible ce qui lui arrive, horrible. Et je vous demande, vous qui
nous écouter. Vous êtes très nombreux, hein, je le sais parce que nous savons combien vous êtes à nous écouter, chers amis. D'ailleurs, je vous remercie de votre fidélité. Vraiment, je vous en supplie. Allez sur le compte de soutien à Louis, hein, freelouis.com, et puis allez signer la pétition pour que Louis Arnault soit libéré impérativement. C'est sur change.org et vous tapez libérer Louis Arnault et vous tomberez dessus. De toute façon, vous allez sur notre page Facebook et vous retrouverez toutes les références que Florian mettra pour que vous puissiez vous manifester auprès du Quai d'Orsay pour mettre la pression, pour qu'on s'occupe impérativement de cet enfant français, de cet homme français qui est incarcéré, encore une fois, je le répète, de manière arbitraire en Iran. Et nous savons toutes et tous que il faut y aller à pas de velours, mais votre soutien est important, bien évidemment. Merci Sylvie pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. On vous souhaite bien évidemment beaucoup de courage à vous et à toutes celles et ceux qui aiment Louis. Et puis la prochaine fois que vous l'avez, transmettez-lui notre affection et notre soutien. Merci à vous, Olivier. Je lui transmettrai tout ça. Mais surtout, dites bien aussi aux auditeurs, il faut soutenir Louis, mais il faut soutenir les autres qui sont encore là-bas bien et qui évidemment. en ont également autant besoin. Merci pour eux. Merci. Je vous en prie, Sylvie. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Au revoir.